Raphaël Glucksmann, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, un livre qui vient de paraître aux éditions Alary. Vous y effectuez un retour aux sources de la construction de la France, en nous parlant des événements et des hommes qui font que la France est un État fidèle à une idée d'humanisme et de cosmopolitisme. C'est donc à une relecture de l'histoire de France que vous nous conviez, une relecture qui semble essentielle à l'heure où le discours des réactionnaires prend une place importante dans le débat public. Alors, dès les premières pages de ce livre, vous revenez sur les discours identitaires qui priment aujourd'hui et sur le « c'était mieux avant » qu'on entend très souvent. Mais répondez-vous, avant qui, avant quand, avant quoi? Alors peut-on dire que ces trois questions ont été le point de départ de votre livre, celles qui vous ont permis de retourner aux sources de la France? Oui, mon livre, c'est d'abord une réponse à ces grilles de lecture identitaires et réactionnaires qui dominent l'espace public aujourd'hui en France. Et c'est aussi une réponse à l'aphasie, au silence assourdissant des progressistes et de la gauche face à ces grilles de lecture. Et moi, je prends au sérieux l'affirmation « c'était mieux avant ». Et je leur pose effectivement la question « mais alors, avant quand, avant qui, avant quoi ?» Aujourd'hui, nous sommes troublés, nous ne savons plus qui nous sommes, notre sang est mêlé, nos racines célestes s'estompent, notre culture est décadente. Mais quand est-ce que notre culture fut à ce point univoque? Quand est-ce que notre identité n'était pas troublée? Quand est-ce que notre sang n'était pas mêlé? Eh bien, la réponse, c'est que jamais. Ce qui a fait la grandeur de la France, c'est précisément d'assumer que son identité pouvait être multiple et surtout qu'elle pouvait changer. C'était de vivre son être français, et bien non pas en se protégeant du monde, mais en épousant le monde. Et c'est cette France-là, cette France des navigateurs, cette France des explorateurs, cette France des inventeurs que j'ai voulu retrouver pour expliquer que non, nous n'étions pas condamnés à la déprime et qu'en fait c'était dans notre passé qu'on pouvait trouver les meilleurs antidotes au passéisme ambiant. Alors, à travers votre ouvrage, vous revenez donc sur de nombreuses pages de notre histoire et plusieurs événements et hommes qui l'ont marqué. Mais pourquoi est-ce qu'il est particulièrement aujourd'hui important de se réapproprier notre histoire et qui doit le faire? Ou autrement dit, à qui s'adresse cet ouvrage? Cet ouvrage, il s'adresse d'abord à tous les humanistes, à tous les progressistes qui sentent confusément, sans nécessairement avoir les arguments pour étayer leur vision, que la France qu'on leur propose, une France étriquée, repliée sur elle-même, qui voudrait se figer pour l'éternité dans le même, et bien que cette France ne correspond pas à leur pays, à leur culture, à leur héritage. Et je voudrais, moi, leur dire de ne pas avoir peur d'investir le débat public, puisque l'histoire de notre pays est de leur côté. Et que finalement, quand aujourd'hui on taxe ceux qui veulent une Europe plus unis ou ceux qui veulent accueillir les boat people de Méditerranée de partisans de l'anti-France ou de droits de l'homiste hors sol, eh bien, il y a des arguments pour leur dire que non, l'accueil de l'autre ou la projection dans un ensemble plus grand qui serait l'Europe, eh bien, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre héritage. Et donc, quand on entend aujourd'hui des gens qui veulent, par exemple, remettre en cause le droit du sol pour être fidèles, soi-disant, à ce qu'a toujours été la France, eh bien, il faut leur répondre que non. Le droit du sol, c'est constitutif de notre identité. Ça remonte à 1315, puis 1515. C'est revisiter cette histoire-là et ne pas se contenter de simples incantations morales. Les droits de l'homme, par exemple, ce n'est pas une affaire de bobos hors sol. Au contraire, il faut les réancrer dans le sol de notre histoire. Et c'est ça que j'ai voulu faire, c'est prendre tous ces principes que la gauche a laissés en déshérence, se vider de leur substance, et bien prendre tous ces principes et finalement les réancrer dans notre histoire, comprendre en quoi ils nous ont façonnés, en quoi nous en sommes les héritiers. Et donc c'est de répondre que non, il ne s'agit pas de principes hors sol, il s'agit finalement du sol commun qu'est l'histoire de France. Alors, on pourrait voir un paradoxe dans la démarche qui consiste à contrer les discours identitaires par un livre précisément sur l'identité française. Toutefois, vous précisez très vite un aspect essentiel de cette identité que vous avez évoqué d'ailleurs, à savoir qu'elle est équivoque. C'est bien sûr le cas de toute identité, mais en particulier l'identité française. Et pour l'illustrer, cette identité, vous vous intéressez à un personnage qui est celui de Renard, dans le roman de Renard. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Quelle place est-ce qu'il a dans notre imaginaire collectif et en quoi est-ce qu'il pourrait être considéré comme un des pères fondateurs de notre identité? Vous savez, aujourd'hui, on cherche à nous faire croire qu'une identité est quelque chose de figé.
Or, ça viendrait à l'idée de personne de penser qu'un individu a la même identité quand il a 3, 30 ou 70 ans. Et on voudrait que ce soit le cas d'un peuple. Non, une identité, ça change. Et la force de la France, ça a été depuis le début d'accepter qu'elle avait une identité multiple et évolutive. Et au Moyen-Âge, il y a un personnage qui fut un des premiers héros nationaux français, puisqu'il était populaire dans des régions extrêmement différentes, dans des couches sociales extrêmement différentes. Il rassemblait les Français sur les places des villes et des villages. Et c'est le personnage de Renard. Il était raconté, ses aventures étaient racontées par ce qu'on appelle les jongleurs, c'est-à-dire des conteurs itinérants qui passaient de ville en village et de village en ville. Et le personnage de Renard était si populaire au Moyen-Âge que l'Église interdisait à ses moines de remplacer les images de Jésus et de la Vierge par les images de ce voleur de poules. Qui est-il, ce renard ? Eh bien, renard, c'est un animal qui n'est ni un loup, ni un chien, ni un animal de la forêt, ni un animal de la cour. Il n'appartient ni à la culture, ni à la nature. Et il est en fait l'image d'une identité changeante. Il est de là où il va et il épouse la multiplicité de sa personnalité comme une chance. C'est en fait l'anti-héros que la France s'est donné en héros au Moyen-Âge, en père fondateur de son identité. Et c'est ce qui a permis en fait l'avènement d'une culture ouverte sur l'autre, sur le monde, sur l'avenir, sur la possibilité de changer. Et c'est ce fil de Renard que j'essaye de retrouver à travers toute notre histoire, en passant par les Lumières jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui reste de Renard en nous? Quelles sont les traces de ce Renard? Et quelles sont les oppositions que Renard rencontre au fur et à mesure de notre histoire? Et ces oppositions, c'est la confrontation que j'explore entre d'un côté le renard, c'est-à-dire l'être qui accepte qu'il est multiple et qu'il est changeant, et qui joue de cela, qui célèbre cela comme une chance et comme une opportunité, la liberté, et de l'autre, Tartuffe. Tartuffe qui veut impérativement figer Renard, l'assigner à résidence identitaire et faire en sorte que la culture ne puisse plus changer. Et à chaque fois qu'elle change, Tartuffe va dire « Eh bien, la culture meurt ». Mais non, la culture ne meurt pas. Vous savez, aujourd'hui, on célèbre le XVIIIe siècle comme étant le grand siècle français. Et on a raison de le faire. Mais à l'époque, au XVIIIe siècle, il y avait foultitude de Tartuffe ou de Zemmour de l'époque qui expliquaient que Voltaire et Diderot tuaient la culture française, que c'était fini, qu'il n'y aurait plus jamais d'identité à cause de ces écrivains complètement décadents qui imposaient leur vision abstraite de l'homme. Eh bien non, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était le grand moment de la culture française. Et on a fait la même erreur à chaque siècle. À chaque siècle, il y a eu des Zemmour, des Buisson, des De Villiers pour nous expliquer que nos mélanges, nos échanges, nos évasions mentales, eh bien, constituaient une forme de mort. Eh bien non, c'était exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que ces mélanges, ces échanges, ces évasions mentales, c'est exactement ce qui a fait la vie de la culture française. Mais dès lors que l'on accepte le caractère équivoque de l'identité française, il faut accepter qu'elle ne peut être figée ni dans le marbre ni dans le temps, et qu'elle n'est la propriété d'aucun acteur ou conteur unique. Alors, est-ce que pour explorer les multiples facettes de cette identité, il faut revenir avant tout sur les principes et les idées qui ont fait la France? Et est-ce qu'on peut alors dire que la France est une nation qui s'est construite sur des idées, sur des valeurs et sur un projet commun? Bien sûr. Vous savez, on a l'habitude de dire « la France était à Londres », par exemple en 1940. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Parce que, objectivement, tout ce qui constitue une nation n'était pas à Londres. L'État était encore en France, ça s'appelait l'État français. Les institutions avaient suivi massivement Pétain. Le territoire, la terre, était contrôlée par Vichy. Et la majorité de la population, à un certain moment, était aussi du côté de Pétain. Et donc, comment on peut dire que la France était à Londres avec De Gaulle et ses aventuriers, notamment les pêcheurs de l'île de Sein, qui étaient extrêmement minoritaires et qui n'avaient aucune légitimité institutionnelle, et qui en plus étaient à l'étranger? Eh bien parce que la France, c'est plus que tout cela, c'est aussi un récit, c'est aussi des idées, c'est finalement un récit qu'on est appelé, nous, à continuer à écrire, à réinventer, à mettre en pratique, et que eh bien, les aventuriers qui suivaient De Gaulle, ces militaires en rupture de banc, ces étrangers qui parlaient à peine le français, eh bien, ils étaient les continuateurs de ce récit. C'est-à-dire que notre nation, c'est une littérature, c'est un esprit, c'est un ensemble d'idées, de principes qui ont façonné une personnalité, plus encore que des gènes,
une terre ou même un État. Et c'est ça, c'est cette France-là que moi j'ai voulu revisiter. Vous savez, on ne dit pas des Espagnols qu'ils sont cervantésistes ou des Anglais qu'ils sont shakespeariens. Shakespearien, ça qualifie une intrigue plus qu'un esprit national. Pourtant, on dit des Français, c'est les adjectifs qualificatifs les plus utilisés pour qualifier l'esprit français, qu'ils sont rabelaisiens, cartésiens, voltairiens. Et donc moi j'ai voulu revisiter ces adjectifs à travers l'histoire. Et le propre de rabelaisien, cartésien et voltairien, c'est qu'en fait ils continuent l'esprit justement de Renard et du Moyen-Âge et du Carnaval. Alors aujourd'hui, toutefois, on a parfois le sentiment que le projet commun de la France n'existe plus vraiment et que pour contrer les tentatives de repli identitaire, il faut reconstruire un horizon collectif, une capacité à nous projeter dans une histoire qui nous dépasserait. Mais qui peut le reconstruire et comment faire, selon vous? Non, c'est tout l'enjeu. Je pense qu'on a perdu largement le sens du commun, de ce qui transcende les communautés, de ce qui transcende l'individualisme, c'est-à-dire l'appartenance à un récit commun qu'il s'agit de continuer. Et c'est ça l'enjeu. Vous savez, il y a des sondages qui visent les personnalités, et finalement ces sondages, on s'en fout, mais par contre, il y a des sondages qui sont beaucoup plus intéressants. C'est les sondages qui questionnent les gens sur leur rapport à leur propre vie et à la vie de leur peuple. Et il y a eu un grand sondage mondial fait par un centre américain qui demandait aux gens comment ils se sentaient individuellement et comment ils envisageaient leur destin collectif. Et les Français, individuellement, se sentent aussi mal ou aussi bien que les Belges ou les Hollandais, quand on les interroge sur leurs conditions de vie personnelles et sur la manière dont ils perçoivent leurs conditions matérielles. Et par contre, quand on les interroge sur le destin collectif, sur leur destin en tant que peuple, eh bien, ils se retrouvent dans la catégorie des Somaliens, des Irakiens ou des Afghans. Ça veut dire qu'il y a une déprime collective qui est liée à cette perte de sens commun. L'histoire de France a surinvesti notre destin en tant que citoyen français, en tant que peuple. Et aujourd'hui, on n'a plus cet horizon-là. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est de retrouver un récit qui nous permette de nous sentir appartenir et d'être fiers d'appartenir à un peuple et retrouver des institutions, des structures qui permettent d'exprimer cette appartenance-là, de la ressentir et finalement de sentir qu'il y a quelque chose de plus que nous, qu'il y a cette notion de peuple. Et c'est pour ça que moi, en particulier, je milite pour la création d'un service civique universel et obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il faut à un moment donné que les gens qui composent la nation française se croisent et comprennent qu'il y a quelque chose d'autre que leur environnement immédiat ou leur intérêt immédiat, l'appartenance à cette nation qui est la France, à la République. Et on ne peut pas constituer un peuple, a fortiori avec une ambition telle que l'ambition cosmopolite française, quand des jeunes qui naissent à Brest ne croisent jamais, même symboliquement, des jeunes qui naissent à Trappes, dans la banlieue parisienne, ou des jeunes qui naissent dans un quartier bourgeois de Paris. Il faut qu'il y ait un creuset, qu'on sente qu'on fait partie du même peuple et qu'on a une aventure collective à écrire en commun. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, des années qui viennent.